Et ce matin, pour le Soliflare, j'ai souhaité aller vers une œuvre qui, je pense, peut être assez connue, mais pas forcément du très très grand public, et qui est une œuvre qui, moi, m'avait énormément marquée. C'est l'une des toutes premières œuvres qui m'avait vraiment, comment dire, fascinée lorsque j'avais visité le Louvre. Il s'agit d'une œuvre du XVe siècle que voici, qui est une œuvre de Jan van Eyck, pardon, je vous fais déjà n'importe quoi, excusez-moi, voilà, c'est ça que je cherchais. Voici. Jan van Eyck, qui est une toile assez petite, hein, vous voyez, on est presque sur un carré de 66 sur 62 cm. C'est une œuvre dont les couleurs sont beaucoup plus éclatantes que ce que vous voyez là. Je suis navrée parce que j'ai cherché dans tous les sens une belle image de cette œuvre. À la décharge d'Internet, là pour le coup, la Vierge du Chancelier Rollin a été restaurée il y a quelques années et il est possible que des bonnes photos n'aient pas été prises. Là où je m'étonne, c'est que le Louvre n'a pas de photos de qualité HD pour cette œuvre. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez serait ce que l'on peut appeler une sainte conversation, dans laquelle on voit un personnage sur lequel nous allons revenir évidemment dans un instant, en prière, mais dans le même espace plastique finalement que cette Vierge à l'enfant, hein, qui est couronnée par un ange. Et nous voyons que l'ensemble de la scène se déroule dans un palais vraisemblablement très luxueux, qui ouvre par 3 baies sur un paysage particulièrement développé. Je vais revenir évidemment sur ceci dans le détail dans un instant. Cependant, il y a énormément de nouveautés dans cette œuvre, puisque, comme vous le voyez immédiatement, le personnage commanditaire, hein, le chancelier Rollin, qui est un chancelier du duc de Bourgogne. Le chancelier, c'est en fait le garde des Sceaux, c'est un peu comme le principal ministre du duc de Bourgogne. Et c'est un homme qui affirme sa puissance, son pouvoir, par notamment les vêtements qu'il porte ici. Je vais vous les montrer d'ores et déjà en gros plan pour vous montrer que ce qu'il nous indique, en plus de ce souci de la représentation vériste du visage qui correspond tout à fait à la peinture flamande à laquelle appartient Van Eyck, eh bien vous voyez que les étoffes du vêtement sont extrêmement luxueuses. On sait qu'à l'origine, il y avait attaché à la ceinture de Rollin, il y avait une bourse qui montrait sa réussite financière, politique, bien évidemment. Simplement, dans une sainte conversation, ce n'est pas tout à fait correct de se montrer comme ayant réussi dans les affaires et non pas entièrement pénétré de religion et de la scène qui se déroule sous ses yeux. Or, précisément, la première nouveauté, c'est la représentation de cette scène. Vous voyez qu'ils sont plastiquement sur le même plan. Il n'y a pas de distinction habituelle, contrairement à ce que l'on pouvait voir auparavant, et que l'on voit notamment ici avec la Vierge et l'Enfant entre deux saints d'Enguerrand en carton, qui est postérieure à la Vierge du Chancelier Rollin, mais Enguerrand en carton garde dans sa manière de peindre des, des réminiscences très importantes du Moyen-Âge. Et donc ici, vous voyez bien que nous avons deux commanditaires, mais qui sont bien plus petits que la Vierge à l'enfant et que les deux saints qui encadrent la Vierge à l'enfant. Donc il s'agit là tout simplement de montrer la différence de niveau, de registre entre le monde céleste, divin, et le monde terrestre des commanditaires. Or, il se trouve que ce que fait Van Eyck avec la Vierge du Chancelier Rollin est novateur, mais il n'est pas le seul à proposer ce genre d'innovation, puisqu'on le retrouve à la même période dans le travail de Rogier van Weyden, qui travaille aussi pour les ducs de Bourgogne, qui est lui aussi un peintre flamand, et qui, dans son Saint-Luc dessinant la Vierge, reprend ou travaille sur les mêmes dispositifs que Van Eyck. Vous voyez Saint-Luc,
Et vous voyez la Vierge. Alors vous me direz, oui, mais Saint-Luc, il ne fait pas partie du monde des vivants. Si, au moment où il est peintre, bien sûr que si, il n'est pas encore saint. Et donc, vous le voyez, il n'y a pas de différence de taille entre les personnages. Par ailleurs, j'ai choisi cette image pour comparaison parce que vous voyez qu'on a une demeure qui est sans doute plus humble que celle dans laquelle se trouve le chancelier Rollin, mais on a bien une triple arcade qui ouvre sur l'arrière-plan et un paysage qui est développé sur lequel je vais revenir évidemment. Donc cette triple arcade est évidemment importante puisqu'elle va délimiter différents espaces dont je vais vous parler, mais parce qu'aussi elle va tout simplement renvoyer aussi à la Trinité. Voici donc ce qui nous intéresse maintenant. Alors, on a vu que une des innovations, c'est celle qui saute aux yeux immédiatement, c'est que le chancelier et la Vierge sont sur le même plan, ils ont la même dimension, il n'y a plus de séparation plastique entre le mortel, on va dire ça, et la Vierge. Pas de séparation entre terrestre et divin. Il n'empêche que toute personne du XVe siècle amenée à voir ce tableau savait pertinemment que les deux personnages, les deux groupes n'étaient pas du même monde. D'ailleurs, si vous regardez bien, la partie du chancelier Rollin est séparée plastiquement de la partie divine, céleste, par cette colonne à l'arrière-plan, ou plutôt au second plan, on va l'appeler comme ceci. Si je m'intéresse maintenant à la représentation de la Vierge et de l'enfant, on a ici un vestige de la représentation traditionnelle médiévale, puisque vous le voyez, il n'y a pas de lien de tendresse entre les deux personnages. La Vierge est elle-même assise sur un trône, elle est elle-même couronnée, et elle forme comme un trône pour l'enfant qui bénit le chancelier Rollin. Bon. Ensuite, de quoi? La seconde innovation dans ce travail, c'est tout simplement le travail des plans et de la perspective. Vous voyez qu'on a un point de fuite qui est à peu près au centre, ici, et qui est très profond. Nous avons donc un premier plan dans lequel se trouvent les personnages, un plan du milieu avec cet hortus conclusus, ce jardin clos qui est au moyen terme, et un arrière-plan avec le paysage. Le premier plan permet d'accentuer la perspective et la profondeur grâce à ce dallage géométrique qui est un élément qui est classique dans les premiers temps de la maîtrise de la perspective géométrique. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le deuxième plan, parce que vous voyez que nous avons des personnages ici. Les voici. D'un peu plus près, on voit bien les différentes essences de fleurs, et d'ailleurs ici ce sont des lys qui renvoient à la pureté de la Vierge. Mais vous voyez que nous avons un petit personnage, alors il est intéressant parce qu'il donne une mise en abîme, en fait lui-même par la position de son corps apporte encore du volume à la composition, ou de la profondeur là pour le coup. Vous voyez qu'il est penché par-dessus le parapet et qu'il regarde vers le bas. Mais celui qui m'intéresse, c'est lui. Vous voyez qu'il porte un chaperon rouge. Or, pour ceux d'entre vous qui ont suivi ma conférence sur le portrait d'artiste, vous vous souvenez que Jan van Eyck a réalisé 2 ans avant la Vierge du chancelier Rollin ce portrait d'un homme au turban rouge qu'on pense être son autoportrait. Ici, on voit le chaperon dont les pans sont noués sur le haut de la tête. Ceci serait donc un autoportrait de Van Eyck glissé dans la commande de ce retable d'autel pour une église à Autun qui a malheureusement été détruite. Pourquoi le chancelier Rollin a-t-il commandé ce retable pour cette église? Eh bien parce que tout simplement, c'est dans cette église qu'il avait été baptisé, c'est aussi dans cette église que ses parents étaient inhumés, et il s'agit donc de faire montre de dévotion, certes, mais surtout de sa réussite sociale en finançant la réalisation d'un retable par un peintre majeur. Dans l'arrière-plan, maintenant, nous trouvons une ville qui est séparée par un fleuve.
En vérité, la séparation n'est pas complète puisque vous voyez le pont qui permet d'aller d'un côté à l'autre. Or, précisément, la moitié du paysage du côté de la Vierge est exclusivement dédiée à la représentation d'édifices religieux. Il s'agit en quelque sorte d'une ville idéale, d'un monde céleste idéal, et précisément la cathédrale gothique que vous voyez là renvoie probablement à l'édifice religieux dans lequel le retable était exposé. De l'autre côté, du côté du chancelier Rollin, c'est-à-dire du monde terrestre, se trouve une cité, tout simplement, normale, du duché de Bourgogne du XVe siècle. Donc vous avez là vraiment une jonction entre le monde terrestre et céleste. En fait, l'arrière-plan nous permet d'insister et d'enfoncer le clou sur cette jonction entre le terrestre et le céleste que nous montre la scène principale. Le fait que le fleuve serpente à l'arrière-plan montre évidemment le cheminement que tout un chacun doit suivre pour aboutir, ni plus ni moins, à ce lien personnel à la religion et à la foi. Je ne m'appesantis pas sur tous les éléments. Sachez tout de même que le chancelier Rollin a participé à au traité qui permet de séparer en fait l'Angleterre de la Bourgogne pendant la guerre de 100 ans. Donc c'est important, bien sûr. Une dernière chose, pardon, sur l'arrière-plan. La ville terrestre, à gauche, renverrait aux villes de Bourgogne, de la Bourgogne actuelle en France, et la ville céleste renverrait aux villes flamandes. Vous savez que les territoires bourguignons étaient franco-flamands à l'époque. Le voici d'un peu plus près. Et pour conclure, je vous précise que ce tableau était à l'origine donc dans l'église d'Autun, qui a été détruite pendant la Révolution. Il a donc été décidé de déplacer le tableau qui a été placé en dépôt au Muséum central des arts et qui est donc au musée du Louvre depuis 1800. C'est une œuvre qui se trouve dans l'aile Richelieu et qui était, alors là c'est vraiment une parenthèse que je fais, qui était auparavant extrêmement bien présentée parce qu'elle était sur un mur seul et qu'elle permettait de captiver le visiteur et de l'intéresser aux détails qui sont visibles. Vraiment, même si c'est petit, quand vous êtes devant l'œuvre, vous les voyez très bien. Elle a été déplacée maintenant et elle est sur un mur beaucoup plus grand, entourée d'autres œuvres de la même période. Et je trouve qu'elle perd un petit peu de son faste, en quelque sorte, par la proximité avec les autres œuvres. Donc voilà pour celle-ci. Vous l'aurez compris, j'aime les primitifs. C'est le deuxième que je vous montre, flamand cette fois-ci, et quand le Louvre rouvrira, ben, je vous incite à aller le voir. Je vous remercie de votre attention. Pour la suite, jeudi soir à 20h30, Aurélie vous reçoit dans les Manufactures nationales des Gobelins. Elle a travaillé, donc elle les connaît très bien. Moi, je vous retrouverai dimanche matin pour la suite du cycle représenté. On s'intéressera à la vieillesse. Et mardi matin, je vous parlerai de l'art du pastel. Voilà pour tout ceci. Je vous remercie. Je vais maintenant mettre un terme à l'enregistrement.